Voilà, à vous la parole. Nous sommes toujours dans le cadre de cette tribune d'échange, des pensées, des idées et aussi d'informations que vous offre Bossolo Télévision pour parler de l'actualité politique, économique, culturelle et sociale en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, cette nouvelle tribune vous offre l'opportunité de vous exprimer en bâton rompu et sans tabou. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance encore une fois de plus dans ces magazines à vous la parole qui reçoit pour vous pour ces seconds numéros, Monsieur Patrick Makanga qui est cadre de l'Alliance des forces démocratiques pour le Congo, formation politique chère au président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. Je m'en vais dire bonjour à mon invité. Bienvenue Monsieur Patrick Makanga. Merci beaucoup, cher Guy, pour cette invitation. Permettez-moi au moins de mettre un mot sur dans votre allocution, c'est Alliance des forces démocratiques du Congo. Vous le connaissez bien parce que Congo, vous êtes dedans depuis combien de temps? Moi, maintenant, ça doit faire 4 ans que je suis à l'AFDC. Voilà. Nous parlons de l'AFDC des Modeste Bati Lukwebo, l'actuel président. Nous parlons de l'actualité, Monsieur Patrick Makanga. Vous êtes cadre au sein de cette grande formation politique, et si je m'abuse, la deuxième en République démocratique du Congo, après les dernières élections de 2018, qui a consacré Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, avec qui vous partagez la même vision politique de l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais vous avez entendu par le voie des réseaux sociaux, des radios aussi, de la télévision, une tentative de coup d'État qui devrait faire l'objet de l'actualité. Je ne sais pas, une rumeur qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de spéculations au niveau de l'FDC. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à même de connaître une telle aventure? Écoutez, vous savez que vous serez d'accord avec moi sur le fait que nous sommes un pays qui a traversé des moments terribles de crise, ces moments-là ont eu à déranger même le développement ou le décollage de notre pays. Alors, si nous devons aller de coup d'État en coup d'État, si nous devons procéder toujours par des moyens de armes, faire résonner les armes dans notre pays, apparemment, c'est une aventure qui va faire reculer notre pays dans beaucoup d'années. Parce que nous aspirons à ce que la RDC puisse avoir une démocratie mûre en termes de temps. Aujourd'hui, nous avons eu à bénéficier d'une alternance civilisée, d'une passation civilisée de pouvoir. Aujourd'hui, en RDC, on peut parler d'un ancien chef de l'État avec un nouveau chef de l'État. C'est un record que nous avons eu à battre dans le domaine de la démocratie dans notre pays. Donc, c'est une attitude que nous devons pérenniser. C'est un système que nous devons garder pour que nous puissions aller voir même vers le développement de notre pays. Et des tentatives ou bien nous amener dans des coups d'État ne va en rien arranger notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une constitution qui consacre l'état de droit. Nous avons une constitution qui définit le moyen par lequel on doit accéder au pouvoir. Il serait pas bien, il serait aberrant que nous puissions aujourd'hui y marcher dessus. Parce que pourquoi seulement en RDC? Aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, ils ont fait de leur constitution un élément qui est aujourd'hui presque comme la parole de Dieu chez nous, le chrétien croyant. Ils ont placé ça au-dessus même de leur volonté, au-dessus même de leurs propres intérêts. Eh bien, pourquoi pas nous? Nous sommes aussi des humains à part entière. Alors, il est tout à fait normal que nous puissions aussi se comporter comme des autres, surtout en suivant des bons exemples. Donc,
C'est une histoire que nous ne devons même pas trop parler sur ça, parce que ça fait mal, ça frustre, ça donne de l'amertume. Nous, surtout, nous qui sommes des sociodémocrates, de par notre idéologie, c'est pas de cette façon que notre idéologie permet à ce que nous puissions accéder au pouvoir. Ça fait très mal au cœur. On ne peut pas, en tout cas, accepter vivre de tels scénarios. Les pouvoirs qui se sont succédés en République démocratique du Congo est caractérisé par ces facteurs. Alors, ce n'est pas un fait à encourager. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, que la passation du pouvoir civilisé démocratique en 2018 dernier, entre le président de la République en place, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, a donné une très bonne leçon dans le monde entier et de voir comment est-ce que la République démocratique du Congo se comporte par rapport à sa démocratie. Alors je dis aujourd'hui, tenter une telle aventure profiterait à qui? Parce que l'État, le pays, est en train de décoller, à en croire certaines langues. Non, et apparemment, pour le moment, on ne peut même pas chercher à personnaliser cette histoire parce que de tels putsch profitent aux gens qui maîtrisent les tenants et les aboutissants. Parce que une telle situation viendrait déranger même l'organisation constitutionnelle et le fonctionnement du pays. Parce que nous savons tous très bien, même partout, comme nous avons vu dans le pays de l'Ouest de l'Afrique, on a vu que, en tout cas, quand il y a un chaos terrible jusqu'à présent, c'est du chaos. On met la constitution dans la poche. Nous, Guinée, Mali, nous rentrons à l'époque de la dictature. Oui. À l'époque de la dictature, ce sont des choses que nous ne pouvons plus accepter dans notre pays. Parce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes suffisamment expérimentés dans ces domaines-là. Parce que ces coups d'État ne nous ont amené que chaos, ne nous ont pas amené des situations qui confortent la population, des situations qui répondent aux attentes majestueuses de notre peuple. Nous ne le souhaitons guère, raison pour laquelle la voie de la démocratie que nous avons choisie dans notre pays doit être pérennisée. Cette voie doit être soutenue par l'ensemble des Congolais. Voilà. Qui croit à l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais vous avez vu, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de passer 1 an à la tête de l'Union africaine. Alors aujourd'hui, s'il faut évaluer le bilan de cet exercice à la tête de l'Union africaine par rapport à la sous-région et par rapport à sa nation. Vous savez, le bilan est... nous évaluons quelqu'un sur base des assignations. C'est comme ça qu'on fait les bilans. Il y a d'abord eu en amont des assignations et en aval, s'il faut évaluer la personne, il faut maintenant, on va voir en fonction des assignations et des enjeux qu'il y a eu. Entre autres, je vais vous parler d'un élément. Notre chef de l'État, quand il a accédé à la tête de l'Union africaine, il y avait entre autres des assignations, c'était l'émancipation de la femme. C'était dans un contexte aussi particulier de la Covid-19 qui a dominé. C'était, je vous parle de certaines des assignations quand il a accédé à la tête de l'Union africaine. Il y avait la lutte contre la pandémie Covid-19. Il y avait l'émancipation de la femme. Donc, mettre en place, promouvoir la protection de la femme. Vous vous souviendrez qu'avec moi, nous avons connu ici à Kinshasa une conférence. Masculinité positive. Voilà, masculinité positive. Donc, pour dire que c'était déjà bon. Les mandats n'étaient que d'une année. Est-ce qu'on doit résumer, son mandat par le fait qu'il a organisé cette conférence qui a réuni quelques chefs d'État africains? Vous parlez maintenant de mandat pendant que la question, votre question au début a été beaucoup plus claire. Oui. Vous avez parlé du bilan. Oui. Vous avez parlé du bilan. Le bilan
le bilan est fait sur base des assignations. Alors moi, j'interviens maintenant dans mon allocution sur des assignations de notre chef d'État à la tête de l'Union africaine. Et nous évaluons ces assignations ensemble avec vous. Entre autres, quand j'ai parlé de la protection de la femme en RDC pour une première dans l'histoire de l'Union africaine, nous avons vu qu'il y a eu masculinité positive, une conférence, une très grande conférence sur le volet de la lutte contre... Et ça couchait de quoi, cette masculinité positive? Écoutez, le plus grand problème ne vont pas aussi... C'est pas le fait d'organiser de grandes conférences avec pompe, réunir ses collègues africains, et ça couche de quoi? Moi, je n'aimerais pas surtout à ce que nous puissions ignorer certaines réalités africaines. Parce que nous savons tous très bien qu'en Afrique, nous avons des chefs de l'État qui sont policiers des Européens, Français, Belges, j'en passe. Donc, pour dire que l'organisation de l'Union africaine, parce que c'est là que vient l'Union africaine, depuis sa création, on a tous constaté que cette organisation n'a pas pu vraiment atteindre une vitesse de croisière. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous sommes encore dépendants et sur le plan économique et sur le plan politique. Maintenant, ce genre de choses doivent sûrement et certainement nous mettre en difficulté. Pourquoi? Étant dans un système où vous avez une économie extravertie, vous subissez les dictats de ceux qui sont forts. Alors, dans cet état des choses, vous donnerez le meilleur de vous-même, mais le résultat ne sera pas vraiment escompté. Alors, si nous entrons dans ce contexte de débat, là, nous devons extirper notre chef de l'État. Pourquoi? Parce que nous parlerons de système de fonctionnement africain qui, jusqu'à présent, connaît difficulté de son envol à cause de l'ingérence, à cause de notre système économique défaillant. Voilà. Donc, pour dire que ne faisons pas de l'amalgame. Il n'était pas là comme le policier de l'Afrique pour prendre des armes, bien le militaire de l'Afrique, pour prendre les armes, aller traquer des gens à gauche et à droite. Quand on est président de l'Union africaine, on définit une politique, comme j'ai parlé tantôt des assignations, qui sera où vous allez recevoir l'accompagnement de la Commission africaine, qui dirait celui a un mandat de 7 ans, qui est dirigé par donc, la Commission africaine, dirigée par notre frère le Sénégalais, Moussa Faki, voilà. Permettez-moi si je n'ai pas massacré son nom. Hein. Moussa Faki. Oui, Moussa Faki, c'est lui qui dirige la commission, la commission de l'Union africaine. Lui a un mandat de 7 ans. Le chef de l'État, notre chef d'État qui était là, il a défini sa politique qui devait être accompagnée, soutenue, mise en exécution par la Commission de l'Union africaine, parce qu'il faut comprendre ça comme le système semi-présidentiel. Semi-présidentiel. Plutôt le système, nous avons le semi-présidentiel. Il y a un chef de l'État et le chef du gouvernement. Alors pour le cas de l'Union africaine, le chef du gouvernement, c'est Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, qui accompagne la politique du président de l'Union africaine en exercice. En termes des assignations, nous avons senti une volonté manifeste sur le plan d'être à la hauteur de ces assignations. Par le biais de notre chef de l'État, quand il a été là, pensant que son bilan a été positif. Voilà, nous avons constaté aussi que le président Félix Tshisekedi, quand il y a eu crise dans certains pays africains, il a condamné, il a dénoncé. Voilà. Peut-être là où on peut lui reprocher par
ce qu'ils veulent lui reprocher, c'est dans sa politique sur les crises qui ont vu le jour hein, dans la sous-région et dans certains pays. Mais nous parlons également de l'Alliance des forces démocratiques. Mais là, c'est un détail, il ne faut pas faire passer ça quand même. On ne va pas s'attarder dans cette... Parce qu'aujourd'hui, c'est Macky Sall qui conduit l'Union africaine. Donc, les hommes passent, les institutions... Il faut aussi voir les attributions, les hommes passent en exercice de l'Union africaine. Voilà. Il ne faut pas oublier. Hein. Oui, les attributions... Il ne devrait pas dire non, nous envoyons une armée là-bas aller combattre un gouvernement souverain dans un pays. Non, il a donné, il a haussé le ton, il a donné le point de vue, il a fait entendre la voix de l'Union africaine. Et d'ailleurs, le président en exercice, il ne décide pas d'une manière unilatérale. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée. L'Assemblée constituée des pays membres qui décident. Les pouvoirs résident même sur ce point-là. Donc, ne faisons pas au monde de l'amalgame. Il a donné le point de vue de la majorité des présidents de pays membres de l'Union africaine. Et c'est pas à lui de décider sur l'envoi des troupes armées pour aller combattre à gauche et à droite. Non, voilà. Voilà. De forces démocratiques du Congo, l'FDC, votre formation politique et vous appartenez, hein, vous êtes aussi cadre dans cette formation politique. Aujourd'hui, vous venez de marquer l'actualité par la déchéance du gouverneur du Sud Kivu. On essaie d'où est venue l'initiative. On voit Théo Ngwabiché laisser son fauteuil du gouverneur pendant que vous êtes mieux représenté au sein de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Qu'en est-il de cette question? Modeste Bahati, Nedimo, vous également, c'est comme si c'était une personne à abattre et puis on oublie. Non. Écoutez, ce qui est vrai, vous vouliez qu'on parle de quoi? On vous pose la question de savoir la raison de sa déchéance. Pourquoi l'FDC Nedimo, l'FDC est-elle satisfaite de cette déchéance? Pourquoi n'avoir pas intercepté cette déchéance aussi longtemps? Vous êtes majoritaire. Vous reprochez Théo de quoi exactement? La responsabilité de nos mandataires dans différents postes de responsabilité, permettez-moi la tautologie, n'engage que eux-mêmes. Ils ont des comptes à rendre là où ils ont cette parcelle d'autorité. Mais peut-être les mots d'ordre peuvent surgir. Vous parlez de ce régime-là. Vous parlez de mots d'ordre. Moi, je vous dis. Quand la tête de quelqu'un ne vous plaît pas, en tout cas. Non, c'est pas ça. Vous reprochez Théo Ngwabiché de quoi? Il est reproché de quoi? S'il faut bien le dire. Nous avons pris acte de sa déchéance. Et nous lui avons demandé, étant donné que la population n'a plus confiance en toi, donc, tu ne représentes plus les intérêts de la population. Par ricochet, donc tu ne représentes plus les intérêts de la population, donc par ricochet, vous n'avez pas eu à servir correctement les gens que vous étiez censés servir. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une connexion entre Théo et sa famille politique? Écoutez, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous avez recadré les dérapages? Il a été reçu à plusieurs fois. Nous lui avons même demandé de déposer la conférence des présidents membres de l'AFDC allié. Lui a même demandé de déposer sa démission. Il s'est entêté. Moi, je vais vous dire ceci. La politique que nous faisons aujourd'hui doit être basée sur une idéologie. Et doit être basée sur des attentes de partis et regroupements politiques. Nous, au sein de l'AFDC allié, bien évidemment, nous visons le bien-être de la population. Mais si la population dit que non, apparemment, notre bien-être, apparemment, M. Guy n'incarne plus notre bien-être. Mais que dirons-nous? Et surtout que nous sommes en démocratie, c'est ce peuple-là qui est souverain. C'est ce peuple-là qui a donné la majorité à l'AFDC, à l'Assemblée provinciale de répondre à ma question précisément. Qu'est-ce que l'FDC a reproché au gouverneur déchu du Sud Kivu? Le gouverneur déchu du Sud Kivu n'a jamais eu de problème. Bon, comme dit, je n'aimerais pas dire jamais, mais le gouverneur du Sud Kivu n'a pas eu de problème personnel avec qui que ce soit. Il n'a pas respecté l'agenda, ça de la feuille de route du parti. Écoutez-moi. Il n'a pas eu
des problèmes avec quelqu'un, personnel avec quelqu'un au sein de notre parti ou des regroupements politiques. Son problème, c'est là où l'AFDC l'a mandaté. C'est là où il est allé voter, il est allé faire tout ce qu'il a eu à faire et que la population a enlevé en lui sa confiance. Il a fait quoi, par exemple? Hein? Il faut poser la question aux Sud-Kivusiens qui vous êtes cadre de l'AFDC. Vous scrutez la question avant de prendre une option. Écoutez, il y a ceci. Je vous ai dit tantôt que dans nos attentes, nous en tant que regroupement politique AFDC allié, dans notre social-démocratie, nous visons le bien-être de la population. Et c'est cette même population qui nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui comme majorité. Et que si nous écoutons un son de cloche autre que notre mandataire nous dit, mais on ne peut que s'aligner derrière la population qui n'est pas d'accord. Parce que sa déchéance ne vient pas de l'AFDC. Sa déchéance est venue d'abord des élus du Sud Kivu, qui représentent le peuple. Qui sont de l'FDC majoritaire. J'ai dit ceci. Écoutez-moi. Cela est venu enlever d'abord des colorations politiques. Non, parce que le besoin naturel... Non, monsieur Patrick Makanga, s'il vous plaît. Il ne faut pas embrouiller les téléspectateurs. Non, écoutez. Attendez. Les attentes de la population... L'Assemblée provinciale du Sud Kivu est dominée par les élus provinciaux de l'FDC. Nous sommes numéro 1 FDC. On est numéro 1 suivi de l'UNC. Alors, quand vous levez une option de déchoir un gouverneur, c'est que l'option vient de votre famille politique. Vrai ou faux? Faux. Faux? Non, faux. Parce Prouvé? que, écoutez, vous devez, là maintenant, on risquerait d'aller revisiter le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Non, je dis faux. Vous pouvez compter cette déchéance. L'initiative peut ne pas venir de nous, malgré étant la première force à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Peut ne pas venir de nous. Mais les députés provinciaux représentent la population, c'est de l'Assemblée provinciale. Je dis ceci. Ça peut ne pas venir de nous. Mais si les élus, sans d'abord coloration politique, ont constaté, j'aimerais être beaucoup plus précis, ont constaté que le gouverneur Théon Gwabidje ne répondait plus aux attentes de la population. Mais il ne pouvait quelles attentes? Sans d'abord parler de coloration politique. Non, lesquelles attentes? Parce que l'AFDC allié, avant qu'il y ait tout ce mouvement, avant qu'il y ait cette vague, non, l'AFDC allié n'avait rien à voir avec M. Théon Gwabidje. Parce que, il vous souviendra que si nous avions des comptes personnels en la personne de M. Théon Gwabidje, nous serions les premiers à les tirer dessus. Parce que M. Théon Gwabidje, qui ne sait pas que c'est notre mandataire gouverneur à un moment, nous a même refusé de faire un meeting à la place d'indépendance à Bukavu. Pas nous, personnellement, son président du parti, son autorité morale pour faire les yeux doux au cacique du PPRD. Qui ne le sait pas, tout le monde le sait. Donc, pour dire que le problème de M. Théon Gwabidje, ça n'a rien à voir avec le bureau politique de l'AFDC allié, la conférence de présidents des partis politiques membres de l'AFDC allié, ni les cadres et militants de l'AFDC allié, mais plutôt son problème, c'est de ne pas avoir été à la hauteur des attentes des gens qu'il a été censé servir. Donc vous n'êtes pas en mesure de prouver quelles attentes la population attendait de M. Théon Gwabidje. Vous l'avez mandaté à la tête du Sud Kivu. Vous l'avez mandaté à la tête du Sud Kivu, une province qui n'a pas connu ce problème de sécurité. Mais aujourd'hui, vous parlez de la population. La population a levé les tons pour sa déchéance et vous avez levé l'option qu'il parte. Il y a un remplaçant valable qui pourra remplacer M. Théon Gwabidje, qui est déjà pointé au niveau de l'FDCA. Alors, écoutez, on ne peut pas d'emblée pointer comme ça en politique. Je vais vous dire que nous sommes le plus grand perdant. Puisque lui n'a pas été à la hauteur. Notre attachement à la population, peut aussi nous mettre, parce qu'aujourd'hui, les décisions prises au sein de l'AFDC allié, c'est pour prouver notre attachement à ce souverain primaire qui nous a toujours donné la majorité, pas seulement au niveau du Sud Kivu, mais sur toute l'étendue du territoire national. C'est notre attachement à cette population. Alors, mais je vous dis ça va aussi nous coûter. Il est démis de ses fonctions parce qu'il n'a pas accordé le meeting au président national. Non, écoutez-moi. Là, c'est encore une nuance. Non, mais vous notre attachement à la population, ça va aussi nous coûter certaines choses. Pourquoi? Parce que nous avons eu à faire des concessions avec l'UNC
pour que lui soit là où il est. Donc, pour dire que ça nous demande encore un travail de plus pour travailler dans ce sens, pour que nous puissions encore placer quelqu'un de confiance, bien quelqu'un de nôtre à la tête de cette province qui... Parce que nous avons des gens capables. Ça c'est un secret. C'est vous qui le dites, hein? Nous avons des gens capables. C'est vous qui le dites. Qui dites. peuvent mieux faire que notre camarade Théo Ngabidje. Et puis, nous, lui, avons seulement enlevé notre confiance. Nous lui avons enlevé notre confiance parce qu'on a vu que notre camarade, en tout cas, il s'est comporté, il est allé à contre-courant. De la philosophie primaire. La population, bien, mon frère. D'accord. Alors, cher Guy Bochard, je vais vous dire ceci. Le nombre des élus que nous avons aujourd'hui, la force politique que nous avons aujourd'hui qui se manifeste en termes des élus, nous devons cette force à la population. C'est ce qui justifie même notre attachement à celle-ci. Donc, ne soyez pas surpris de voir l'AFDC prendre position derrière la population. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes de ceux qui peuvent même se prétendre aujourd'hui que non, être mieux placés de porter haut la voix de la population. Parce que nous avons reçu en grande partie, en majeure partie, la confiance du peuple qui nous a octroyé ce que nous avons aujourd'hui comme force politique. Vous girez sur ces peuples-là. Ces peuples-là qui vous suivent en ces moments, vous regardent avec beaucoup d'attention et vous attendent en 2023, Inch'Allah. Je voulais, en fait, en savoir un peu plus. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention, vous êtes à Kinshasa, la publication du calendrier des élections des gouverneurs. Et le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a effleuré, a essayé un peu de donner une certaine projection sur l'élection présidentielle de 2023. Alors, vous, à votre niveau, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, parti cher à Modeste Batilko, vous avez plébiscité l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, comme candidat en 2023. Vous restez dans cette option, vous croyez aux élections, ou soit s'il y a doute, vous allez démarrer dans cette optique de soutenir le chef de l'État. Doute, pourquoi? Pourquoi il y aurait des doutes? Je vous pose des questions, mais il y aurait, ben, bien sûr, c'est une façon de faire voir, pour insister sur ça que je dis. Il n'y aurait pas de doutes. Pourquoi? Parce que lui-même, le chef de l'État, a insisté, il y a même pas 2 mois, il a insisté que non, il y aura des élections en 2023. Vous vous souviendrez quand, en 2021, quand il y a eu des rumeurs sur le recensement comme préalable pour l'organisation des élections. En tout cas, nous n'étions pas allés par Kachema. Nous, on s'est dit, le recensement ne peut en aucun cas être un préalable pour l'organisation des élections. Mais pourquoi pas? Quand nous avons fait notre déclaration pour dire que nous allons soutenir l'actuel chef de l'État, parce que nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que, en tout cas, il va sortir haut le main. Et qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qui vous amène dans cette conviction? La conviction. Parce qu'il n'y a pas un challenger de taille? Non. Parce que les mandats est réussi à 100%. Normalement, parce que la population que vous êtes en train de défendre, qui n'a pas réussi ce qu'il attendait les deux Ngwabiche au Sud Kivu, est satisfaite. C'est ça. J'aimerais un peu savoir. Écoutez, vous savez... Quels sont les indices? Au-delà de l'intaxe ou d'un système de communication mis en place par les détracteurs. Non, nous ne parlons pas des détracteurs. Monsieur Patrick, nous ne parlons pas des détracteurs. Nous parlons des élections. Nous projetons les élections de 2023. Je peux finir mon raisonnement? Que ce soit un raisonnement objectif. Écoutez-moi. En dépit de ces systèmes de communication mis en place par le détracteur pour peindre tout en noir. Qui est-ce que vous qualifiez de détracteur? Des gens qui véhiculent des informations du genre que rien n'est en train d'être fait. Nous parlons des élections, le réalisme politique. Écoutez, je vous dis ceci. Qu'aujourd'hui, dans notre pays, on reconnaît les difficultés que rencontre notre pays, mais 2 fois, et nous l'avons toujours dit, que dans ce pays, le changement ne viendra pas comme dans une baguette magique, mais c'est un processus qui nécessite la volonté, et puis ce processus-là doit déjà être vu dans le sens à mettre le pays sur la voie de l'espoir.
Alors, en termes de volonté, nous l'avons vu, affiché et maintes fois, exprimé par l'actuel chef de l'État, et aujourd'hui, avec la politique mise en place, nous voyons que les lendemains des Congolais s'annoncent meilleurs. Parce que les changements, on peut beau dire, dans ce pays, nous ne serons jamais Londres en 5 ans. Même pas en 10 ans, nous ne serons pas les États-Unis d'Amérique. Parce que Londres, pour construire son système d'égout, a pris 18 ans. Pour construire. Donc, pour dire que aujourd'hui, la RDC a 61 ans, depuis son accession à l'indépendance. Alors, pour faire de progrès, il faut être un audacieux et ne pas dire que nous n'atteindrons pas ces niveaux en 5-10 ans. Ça, c'est une information que je vous donne. Ça, c'est une réalité. Il faut être courageux. C'est une réalité. Si vous voulez gouverner, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Voilà, c'est là où maintenant nous sommes. Mais vous voulez qu'on vous renouvelle la confiance? Je pense sur le plan économique. Je pense sur le plan économique, avec des avancées significatives au niveau des régies financières. Ils sont même allés trop loin pour signer des contrats de performance. Ça fait partie des avancées. Que la population ne tire pas profit. Non, écoutez, ça, moi j'aimerais, dans des endroits pareils, que nous ne puissions pas utiliser le langage des gens qui ont fait fi de la vérité pour véhiculer la haine contre une personne. Non, la population, imaginez-vous un peu. La population nous suit. Vous m'avez parlé. Je veux savoir la politique de l'FDC aujourd'hui, s'il faut améliorer la vie. Votre président national, Modeste Batiloukwebo, vous être président d'un parti politique FDC, président du Sénat et aussi ministre de l'économie nationale. Qu'est-ce qu'il a apporté comme réforme? Aujourd'hui, la population est en train de trimer. Bati, ministre de l'économie, il est sorti, il devient aujourd'hui président du Sénat. Aucune réforme. Sans pour autant m'abuser de votre temps, je vais vous dire 2 choses. Allez-y. Que la population doit retenir. Vous connaissez Silou? Elle va se rafraîchir la mémoire. Vous connaissez Silou? Simon Thierry de Lukala, vous la connaissez très bien. Qu'est-ce qu'il a apporté? Allez poser des questions, vous verrez que Silou, quand le professeur Modeste Batiloukwebo est devenu ministre de l'économie, Silou n'était même pas à mesure de produire, parce que Silou avait la capacité de produire une affaire plus ou moins dans des 450 tonnes. 450 000 tonnes de ciment. Mais vous constaterez que Silou n'a même pas été à mesure de produire 50% de sa capacité de production. Et qu'est-ce qu'il fallait? Silou était entré en faillite. Ici, en RDC, on a acheté un sac de ciment à 20 $, 30 $. Pourquoi? Parce que Silou devrait vendre et sur le plan de concurrence, Silou commençait à disparaître. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il fallait que le ministère de l'économie intervienne pour éviter à ce que Silou entre en faillite. Ils ont eu à travailler sur les exonérations par le biais de la NAPI. Et aujourd'hui, on continue à parler de Silou. Silou, à un moment, il n'était même pas à mesure de payer ses employés. Hormis Silou, je parle des sucreries la sucrière de Kulungongo. Le sucre de Kulungongo que nous consommons maintenant là, parce que c'est tout ce que nous prenons à la maison. À un moment, cette entreprise, permettez-moi, cette entreprise était prête à fermer. Silou, plutôt Kulungongo, n'était même pas à mesure de payer ses employés. Kulungongo était à ça de déclarer faillite. Et des choses que moi je vous dis maintenant là sont vérifiables dans ces entreprises. C'est sous l'égide de Batiloukwebo. Kulungongo commençait à vendre un sac dans des prix qu'on peut voir aujourd'hui à 10 $ le sac de 5 kilos. Le sac de 5 kilos coûtait 10 $, qui avoisinait 10 $. Et avec la concurrence qu'il y a eu, des sucres importés, à un moment, des mamans qui vendent du sucre comprennent, à un moment, le sucre de Kulungongo avait disparu en faveur de ceux importés qui vendaient moins cher que les sucres produits sur place ici. Alors, avec le management de professeur Modeste Batiloukwebo, ministre de l'économie, ça fait que Silou aille à recevoir des exonérations. Silou aujourd'hui rayonne.
on consomme le sucre des Koulingongo aujourd'hui. Donc, je vous ai cité que ces deux éléments parmi tant d'autres. Et Alors, d'ailleurs, en termes, allez poser la question au Bralima, hein, au Bralima. La personne qui a, à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo, la personne qui a eu à faire en sorte que le gouvernement puisse mettre la main sur ce que Bralima devait au gouvernement congolais, c'était à l'époque où le ministre de l'économie, Modeste Bahatsi Lokobo, était là. Donc, pour dire que c'est un monsieur, de par sa façon de travailler, a toujours visé le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, au Sénat, allez poser la question. J'irai poser la question. On vous dira qu'aujourd'hui, bientôt question. là, vous allez voir des gens rafraîchir également la mémoire. Sortis pour siffler, non pas pour son départ, mais pour l'acclamer. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État qui sont à l'administration du Sénat sont mieux traités. D'accord. Ça, c'est d'après vous, hein, Monsieur Patrick Makanga. Allez vérifier. Je vous ramène aussi dans ce qu'on a vécu ici à Kinshasa. Il y a eu des ciments importés par des expatriés qui ont coûté moins cher que les ciments produits en République démocratique du Congo. On ne parle pas de ça. Nous parlons également de l'actualité. La rentrée parlementaire s'annonce déjà dans quelques semaines. Une session ordinaire de mois de mars 2022 qui sera palpitante. Alors, les priorités selon vous seraient quoi à mettre dans le calendrier de matière? Vous n'êtes pas député, mais vous êtes en train de scruter les questions politiques, parce que ça vous intéressera aussi. En tout cas, si je dois parler en âme et conscience, moi je pense qu'on doit déjà commencer à réfléchir sur la loi électorale. Parce que nous savons tous très bien qu'il y a, tel que nous aussi à l'AFDC, on est parmi qui ont eu même à faire des propositions pour que nous puissions revoir certains articles de la loi électorale. Hein, que même, nous étions même allés un peu beaucoup plus loin pour demander à ce que même les gouverneurs, sénateurs soient élus au suffrage universel direct, ouais, que ce soit au niveau indirect, pour que vraiment ils représentent, pour qu'ils soient vraiment une vraie émanation de la population, et surtout que nous sommes dans une démocratie où le peuple est souverain. Et parce qu'il y a eu, on a constaté qu'il y a eu un peu ces gens, des fois, élus au suffrage universel indirect, des fois, c'est limité à rendre compte à ceux qui les ont élus et des fois même les oublier. Donc ce sont des propositions que nous avons eu à faire parmi tant d'autres. Donc pour nous, on pense qu'on peut déjà commencer à mettre sur la table la loi électorale. Révisiter l'ancienne loi ou soit avoir une nouvelle loi sur la table? Révisiter l'ancienne loi parce que tout n'est pas mauvais en soi, mais c'est question de faire une révisitation, apporter quelques modifications pour les enjeux à venir. Est-ce que l'FDC... Parce que on est arrivé à ce stade-là parce que nous considérons parmi ceux qui ont été un peu lésés de par les élections controversées de 2018. Et surtout que nos différents cycles électoraux se soldent souvent par des contestations et des crises. Ce sont ces genres d'éléments qui nous ont poussés à mettre en place ce genre de réflexion sur la place publique. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas être abordé à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et que cela puisse un peu... pour que nous puissions avoir des élections beaucoup plus crédibles où la population voit à la place des gens qu'elle a voté. Voilà. Est-ce que l'alliance entre l'FDC et l'UDPS reste intacte et ça va être pérennisé? Ou soit si les clauses ne sont pas correctes, ça sert à révisiter? Les clauses ne sont pas correctes. Vous voulez parler de quoi concrètement? Je vous pose la question. Vous connaissez qu'est-ce que signifient les clauses? Des gens demandaient, moi aussi je demanderais éclaircissement. On parle des clauses. Parler de quoi concrètement? Parce que nous sommes dans une coalition au pouvoir. Nous sommes membres de la majorité au pouvoir. Donc pour dire que on sait comment on négocie au niveau interne. Je vous informe que d'ailleurs, au départ, les quotas, parce que pour vous parler, les gens seraient peut-être tentés à se mettre en tête comme si l'AFDC serait un parti qui aimerait s'accrocher sur des postes et autres. Je vous dirais que par départ, les critères qui ont été même publiés dans les médias et autres, on a même dit qu'on devrait tenir compte de 8 députés par ministère. Nous, on a que 3 ministres et puis un vice-ministre.
est-ce qu'on en a fait un problème? Donc, on dit qu'il n'y a pas de clause. Nous étions les premiers groupements à être beaucoup plus clairs sur notre soutien sur l'actuel chef de l'État qui est issu de l'émanation de l'UDPS. Donc, pour dire que c'est aussi question des convictions et c'est aussi question de loyauté, hein, parce que la FTC on peut jamais douter de sa loyauté, même depuis l'époque de triste mémoire du FCC et jusqu'à ce jour. Et là aussi, nous savons tous très bien que il y a le FCC qui ne nous a plus supportés en son sein parce que on a pris une position autre que eux, tout en étant dedans. Ils nous ont chassés et nous sommes aujourd'hui à l'Union Sacrée. L'actuel chef de l'État nous a ouvert ce matin. Nous pensons qu'ils méritent notre loyauté. Nous voulons les soutenir et nous allons les soutenir. Nous savons que nous allons sortir tête haute. Voilà, vous allez sortir tête haute, messieurs. Patrick Makanga, je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions sur ces plateaux, c'est cadre de l'Alliance des forces démocratiques pour le Congo, formation politique chère au président du Sénat, Modeste Bati. Bon, merci, monsieur Patrick, d'avoir répondu à notre invitation. Quand bien même que l'opinion, une frange de l'opinion, vous reproche d'être trop égoïste, parce que si aujourd'hui les dossiers sur la nomination des mandataires traînent, c'est parce que le parti de Bati Lukwebo est en train d'exiger gros. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. À nous revoir dans un prochain numéro. Toujours à vous la parole. Au revoir.